Bonsoir Madame la Ministre, bonsoir Monsieur le Secrétaire d'État en charge des négociations, bonsoir Messieurs les ambassadeurs, bonsoir Monsieur le représentant du Coprince français, bonsoir à tous mes amis d'Andorre. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour parler des accords d'association que l'Union européenne a négociés déjà depuis très longtemps. Il y en a une multitude. Je suis très heureux et très honoré d'être avec vous pour cette université d'automne après l'ouverture d'hier et la présentation extrêmement intéressante de Monsieur Morias sur l'évolution de l'Union européenne, sur l'avenir de l'Union européenne et certains éléments d'analyse qu'il a pu donner qui aussi ont une portée importante sur le thème de ce soir, sur les accords d'association. Alors, les accords d'association ont commencé, la négociation d'accords d'association a débuté il y a très longtemps en Europe et il y a eu une évolution pendant cette période. La première évolution, c'était d'une part, ces accords concernaient essentiellement le libre-échange et on s'oriente de plus en plus vers la convergence réglementaire. Alors, mon propos de ce soir, ça sera essentiellement de montrer avec des exemples d'accords d'association quels sont des éléments clés qu'on retrouve dans les aspects de convergence réglementaire qui, sans doute, ont un intérêt particulier pour Andorre, Monaco et Saint-Marin, puisque la négociation qui est en cours, qui a commencé depuis 2015 entre ces trois pays de petite taille territoriale et l'Union européenne, porte évidemment sur la convergence réglementaire et même au-delà de la convergence réglementaire, sur la participation au marché intérieur de l'UE. Donc je vais vous donner une rapide présentation des quelques accords en commençant par ceux de 61 avec leur motivation et puis élaborer un peu plus en détail quelques accords avec des extraits d'articles de ces accords. Alors, ça sera peut-être un peu technique pour certains. Pour les négociateurs et pour les personnes qui sont plus familières avec la négociation, évidemment, ça sera quelque chose qui permettra de reconnaître les bases de la position de l'Union européenne que j'ai défendue donc pendant ces années de négociation jusqu'à mi-2019. Donc maintenant, je ne suis pas en mesure de répondre sur des questions de négociation. C'est pas évidemment l'objet de cette soirée, mais il y a des directions en tout cas qui sont clairement établies dans le corpus législatif européen pour lesquelles des dérogations évidemment ne sont pas possibles, et ça vous les connaissez. Donc un rapide tour de l'ensemble de types d'accords qui ont été négociés par l'Union européenne. Ça a commencé d'abord la base légale de ces accords. Hein, c'est l'article 217 du traité de l'Union européenne qui dit que l'Union peut conclure avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières. Donc vous voyez que c'est un article qui est très large, qui peut englober de nombreux accords dont les objectifs sont déterminés évidemment selon les priorités de l'Union européenne et selon les priorités des partenaires respectifs avec lesquels l'Union négocie. Donc les premiers accords, et là je m'aperçois qu'il y a une faute sur ce slide. En fait, les premiers accords ont commencé en fait avec un objectif l'adhésion. Hein, c'était avec la Grèce en 1961. Bon, avec la Turquie, c'était pas l'adhésion, c'était l'union douanière. Donc il y a eu des accords d'union douanière avec la Turquie. Il y a eu des accords de préparation aussi de libre-échange avec Malte et Chypre dans les années 70.
L'espace économique européen est venu beaucoup plus tard. Hein. Excusez-moi de l'erreur qui est là. C'est en fait, en 72, il y a eu des accords de négociation de libéralisation du commerce avec la Suisse, avec la Norvège et l'Islande. Donc c'était des premiers accords de libéralisation classique du commerce, qui sont d'ailleurs toujours en vigueur. Puis ensuite, il y a eu des accords de coopération plus classiques, de coopération de développement, par exemple, avec l'accord de Lomé. Et la troisième génération d'accords de libre-échange visait évidemment à la compatibilité de ces accords avec les règles de l'article 24 du GATT, hein, pour assurer une libéralisation suffisante des biens. Après aussi, il y a eu la libéralisation du secteur des services avec la compatibilité avec les règles concernant le commerce des services de l'OMC, qui ont notamment préparé à l'adhésion des pays d'Europe centrale et orientale. Hein, c'était les accords européens qui ont été négociés à partir des années 90. Il y a eu également les accords euro-méditerranéens de libre-échange après la conférence de Barcelone pour établir une zone de paix, de stabilité et de sécurité dans le partenariat méditerranéen, avec quelque chose qui est important déjà à l'époque, c'est que dans ces accords de libéralisation avec les pays du pourtour méditerranéen, il y avait déjà des conditions d'égalité de traitement en ce qui concerne la protection sociale. Hein. C'était donc quelque chose qui allait déjà un peu plus loin que la simple libéralisation du commerce. Les accords les plus récents, alors là, c'est ce qui nous intéressera notamment aujourd'hui. Donc, on a vu l'accord avec le Canada, l'accord avec le Japon, il y a eu l'accord avec la Corée du Sud, ce sont les accords les plus récents. Il y a un accord qui a été négocié mais qui n'est pas encore ratifié, c'est l'accord avec le Mercosur. Il y a toujours des négociations en cours. Il y a les accords de stabilisation et d'association avec les pays des Balkans occidentaux. Là, cela vise évidemment l'adhésion. Et on a les accords de libre commerce, de libre-échange approfondi et complet avec la Géorgie, avec l'Ukraine et avec la Moldavie, donc qui sont entrés en vigueur il y a quelques années. Et alors, ces accords, donc, ces nouveaux accords ont en commun une partie de reprise de la réglementation du marché intérieur. Donc, c'est quelque chose qui est particulièrement important pour ces pays. Donc, on va au-delà de la simple libéralisation du commerce des marchandises et des services, et on va vers une certaine convergence réglementaire. Et c'est ce que disait Monsieur Morias hier soir, c'est que là, on s'aperçoit du pouvoir normatif de l'Union européenne, donc qui peut, dans les accords qu'elle négocie et qu'elle conclut avec des pays tiers, donc encourager ces pays à reprendre des normes européennes d'un grand marché intérieur de 450 millions d'habitants qui peut être élargi donc avec ces pays avec lesquels on a des accords en place dans certains domaines. Pendant la négociation avec le Royaume-Uni, donc pendant les négociations Brexit, que ce soit sur l'accord de retrait ou aussi pendant la définition de la nouvelle relation commerciale avec le Royaume-Uni, on a vu beaucoup de débats hein, sur le type d'accord possible avec ce pays. Et j'en dirai quelques mots rapidement tout à l'heure, mais à cette occasion, donc, il y avait Guy Verhofstadt, qui est, comme vous connaissez, ancien Premier ministre belge et membre du Parlement européen, qui était notamment en charge du suivi de la négociation Brexit au Parlement européen, qui disait qu'en gros, les accords d'association de l'Union européenne, vous avez vu l'article 217, c'est une boîte dans laquelle on met différents domaines de coopération en matière de relations économiques et commerciales, politiques étrangères et de sécurité, sécurité intérieure, coopération thématique. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très large et qui peut être défini selon les partenaires. Mais il y a une constante
qui est importante, et c'est une constante qui est absolument essentielle pour ces accords, c'est le pilier de gouvernance des accords, le pilier institutionnel et juridique, avec notamment la mise en place d'un comité d'association pour assurer la gestion quotidienne de l'accord, avec parfois un conseil de l'association au niveau ministériel, parfois des sommets annuels, des rencontres parlementaire, un comité parlementaire entre les parties, et évidemment la gouvernance juridique pour assurer la sécurité juridique avec un pilier central de règlement des différends. Donc ça, ce sont évidemment des piliers essentiels de ces négociations avec les pays tiers. Et nous avons vu, par exemple, dans le cadre de la négociation avec la Suisse aussi, que c'était quelque chose qui était fondamental quand on n'avait pas justement cet ensemble institutionnel et juridique de rajouter ce pilier dans un partenariat avec certains pays. Alors, pour aller un peu plus en détail dans les accords avec la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine, j'ai extrait quelques éléments de ces accords. Donc, comme je viens de le dire, donc, il s'agit d'aller au-delà de la simple libéralisation du commerce. Ces accords visent une convergence réglementaire avec la reprise d'éléments de l'acquis communautaire. Mais ce qui est important de voir dans cet objectif, c'est que contrairement à ce que vous faites, et je crois que c'est l'ambition qui est importante dans l'accord en cours de négociation avec Andorre, c'est qu'ici, en fait, on parle d'intégration progressive de l'Ukraine dans le marché intérieur de l'UE. Donc ça veut dire que, en gros, on n'a pas dans cet accord un objectif clairement établi dès le départ d'avoir une participation dans le marché intérieur de l'UE concernant tous les domaines de coopération et des quatre libertés. C'est une intégration progressive qui peut se comprendre parce qu'il y a un écart important entre la situation de l'Ukraine ou de Moldavie, Géorgie au départ de la négociation, et aussi un rapprochement géographique qui est moins étendu que celui que nous avons avec les États de petite taille territoriale. Donc en fait, c'est un choix ici qui peut s'adapter dans une relation de voisinage avec ces pays qui ne pourraient pas probablement être de mise dans la relation avec les pays de petite taille territoriale, parce que vous avez déjà des éléments d'acquis qui sont importants, par exemple l'Andorre avec l'union douanière. Donc ça, c'est déjà un nouvel élément qu'on retrouve aussi dans certains accords, comme l'accord avec le Canada ou la Corée ou le Japon. Ce qu'on voit aussi, c'est que cet accord avec l'Ukraine couvre un ensemble de domaines très, très vastes. Ce n'est pas seulement les domaines liés au commerce, ça peut être la coopération dans l'énergie, coopération macroéconomique, la fiscalité, les services financiers, le tourisme, la santé, etc., l'éducation. Donc on a un domaine de coopération très large, et ça ne veut pas dire que dans l'ensemble de ces domaines, il y a des mécanismes de reprise de l'acquis. Donc ça peut être des formes de coopération classique, avec un dialogue entre les parties, comme on voit dans l'article 419. Les parties intensifient le dialogue et la coopération entre elles en vue de promouvoir un programme, par exemple pour un travail décent dans le cadre de la coopération sur l'emploi, la politique sociale et l'égalité des chances. Donc en fait, il n'y a pas de disposition contraignante dans cet accord. Donc c'est simplement un dialogue qui permet de renforcer la coopération entre l'Union européenne et ces pays respectivement dans l'ensemble des politiques dans les exemples des politiques qui ont été présentés dans
dans le slide précédent. Donc ça, c'est un des piliers. Donc il y a une part de coopération classique, comme nous avons pu voir dans de nombreux accords qui ont été négociés par l'Union européenne. Mais il y a également aussi une part de convergence réglementaire. Et ici, on a dans un autre article, l'article 424, l'Ukraine rapproche progressivement son droit, ses normes et ses pratiques de ceux de l'UE dans les domaines de l'emploi, de la politique sociale, de l'égalité des chances, conformément à une annexe qui établit donc des listes de règlements pour lesquels un calendrier de reprise de l'acquis est proposé. Donc là, on a une méthodologie qui est très souple, qui permet à la fois la coopération pour renforcer les capacités administratives du pays dans certains domaines, et également une partie de convergence réglementaire qui permet donc au pays de reprendre certains aspects normatifs donc du fonctionnement de l'Union européenne. Donc dans cette annexe, j'ai cité un exemple de cette annexe 40 dont il est question, c'est qu'à l'annexe 40, par exemple, on dit concernant le droit du travail de la directive 91-533 CE du 14 octobre 91, donc il y a un calendrier de reprise de cette directive selon les modalités définies par les négociateurs. Donc ici, on a une approche très souple qui est certainement beaucoup moins fonctionnelle et opérationnelle que celle que vous envisagez, hein, puisqu'il n'y a pas de calendrier très précis, il n'y a pas une volonté rapide de cette participation au marché intérieur comme vous pouvez l'avoir, et donc on a un type d'accord qui permet à ces pays de se rapprocher de certains aspects normatifs de l'Union européenne, et donc de mettre en place avec les programmes d'aide complémentaires un système de gouvernance d'État dans les pays. On a maintenant aussi concernant les dispositions donc en complément de la règle sur la reprise de l'acquis, il y a les questions d'interprétation. Alors c'est un grand débat qui a animé cette négociation avec Andorre, Monaco et Saint-Marin, qui a animé aussi la négociation avec le Royaume-Uni, mais c'est qu'en gros, il y a un texte que vous connaissez bien, les spécialistes de l'accord sur l'espace économique européen connaissent bien ce texte, c'est que quand il y a dans la mesure où des règles, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions doivent être interprétées conformément aux arrêts et décisions pertinents de la Cour de justice de l'Union européenne. Alors pourquoi j'ai mentionné cet exemple, et c'est un exemple que je vais reprendre aussi avec d'autres accords, c'est que c'est une condition essentielle du fonctionnement du marché intérieur de l'Union européenne et de la responsabilité de la Cour de justice européenne pour interpréter le droit européen et son application. Donc il y a la seule prérogative pour assurer cette interprétation et l'application correcte du droit européen. Il y a de nombreux arrêts de la Cour de justice qui l'ont montré. Il y a également un respect de la jurisprudence de la Cour de justice qui est demandé. C'est ce qu'on voit à la présentation suivante, c'est que ah non, c'est pas celui-là. Non, je ne l'ai pas. Donc, concernant l'interprétation, donc il y a à la fois la responsabilité de la Cour de justice de l'Union européenne pour déterminer l'interprétation correcte de l'application du droit européen,
tel qu'il existe dans des accords négociés avec les pays tiers. Donc quand il y a des domaines de convergence communautaire, donc c'est bien à la Cour de justice européenne de les traiter, et également ces accords doivent prendre en compte le respect de la jurisprudence de la Cour de justice européenne. Donc ça, c'est un acquis qui est essentiel dans l'ensemble des négociations que l'Union européenne a avec des partenaires extérieurs quand il s'agit de convergence réglementaire pour lesquelles vous avez pu voir notamment dans votre négociation, dans la négociation avec la Suisse ou dans la négociation avec le Royaume-Uni, que c'était un acquis qui était tout à fait intangible. Alors voilà pour cet exemple concernant les accords avec notamment l'Ukraine. Maintenant, je vais faire un petit rappel de l'espace économique européen, donc l'accord d'association avec la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, qui a été négocié en 92 et mis en vigueur quelques années après. Alors quelques éléments rapides de cet accord d'association que vous connaissez parfaitement. Je voudrais simplement en répéter, en souligner quelques-uns. Il s'agit de la participation, de créer un espace économique commun, donc entre à l'époque, c'était pas les 27 États membres, donc entre aujourd'hui les 27 États membres et les 3 pays de l'espace économique européen. Donc on a un espace économique commun dans lequel les 4 libertés sont comprises. Donc il n'y a pas de possibilité de choisir à la carte une liberté ou une partie de liberté dans cet espace économique commun. Donc c'est quelque chose qui a été répété à maintes reprises, notamment par le négociateur européen, M. Barnier, pendant les négociations avec le Royaume-Uni, donc sur l'indivisibilité des 4 libertés, que vous connaissez bien aussi dans votre négociation. Il y a la question aussi de maintenir une concurrence loyale entre les parties. Donc il s'agit non seulement des 4 libertés, mais d'assurer par exemple que les règles sur les aides d'État soient respectées dans cet espace économique commun pour éviter de créer une concurrence déloyale. Aujourd'hui, on parle aussi du maintien de règles concernant les normes sociales ou concernant les normes environnementales, pour assurer qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale dans ces domaines-là. Donc il faut cette règle de concurrence loyale date de l'époque de l'espace économique européen et elle a été répétée évidemment avec d'autres pays dans le cadre des négociations en cours. Donc dans le cadre de l'espace économique européen, il y a tout un mécanisme, et c'est aussi quelque chose que vous avez négocié sur la reprise de l'acquis pour créer un espace économique homogène. Donc il faut assurer que quand il y a une nouvelle réglementation du marché intérieur, celle-ci soit intégrée dans le cadre de cet espace économique commun de manière simultanée, en tout cas de manière la plus rapide possible. Et donc c'est le comité mixte qui a un rôle essentiel dans le cadre de cette mise en œuvre la plus homogène possible. Alors il y a des mécanismes particuliers dans le cadre de l'espace économique européen, puisqu'on a un système à 2 piliers, avec d'un côté, du côté européen, la mise en œuvre par la Commission européenne et puis la Cour de justice de l'Union européenne, et du côté Norvège, Liechtenstein et Islande, donc un pilier qui leur est propre avec une autorité de surveillance et la Cour de justice AELE. Donc ça c'est aussi un exemple qui montre l'importance de cet aspect commun avec dans le cadre de négociations d'accords d'association de l'Union européenne sur les questions de
droit européen. Alors maintenant, je voudrais rapidement vous donner quelques exemples d'accords, d'éléments de l'accord avec le Royaume-Uni, en commençant par l'accord de retrait, qui était entré en vigueur le 1er février 2020, qui a une durée de vie très courte, puisqu'il a une durée de vie jusqu'au 31 décembre 2020, donc qui avait pour objectif d'assurer l'application du droit de l'Union au Royaume-Uni, et notamment que ce droit de l'Union au Royaume-Uni, donc ces dispositions de cet accord, donc auraient le même effet direct dans les parties. Donc, il s'agissait d'assurer la primauté, l'effet direct et l'interprétation conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Et là encore, vous connaissez la difficulté de ce sujet dans la négociation de l'accord de retrait, mais il y a un élément qui est essentiel. Et il y a un article que je n'ai pas pu reproduire ici dans cette présentation, mais l'article dit « Les dispositions du présent accord qui renvoient au droit de l'Union ou à des notions ou dispositions de celui-ci sont interprétées dans le cadre de leur mise en œuvre et de leur application, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne prononcée avant la fin de la période de transition ». Donc les autorités judiciaires et administratives du Royaume-Uni tiennent dûment compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE. Donc ça, ce sont des éléments qui rappellent à nouveau que l'Union européenne donc, ne peut pas transiger sur cette question de compétence de la Cour de justice. Et ici, on voit en fait le mécanisme de gouvernance de cet accord qui a été reproduit d'une présentation de la Commission européenne. Donc en fait, c'est un mécanisme relativement classique. Donc en cas de dispute, qu'est-ce qui se passe? Donc on est ici tout à fait en haut. Quand il y a une dispute qui arrive, il y a une consultation dans le cadre du comité conjoint de l'accord. Et si ce comité conjoint trouve une solution à ce différend, le différend est réglé et donc la mise en œuvre de l'accord peut continuer normalement. Donc ça, c'est le cas le meilleur dans un cas de règlement. Mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'accord, si le comité conjoint n'arrive pas à trouver une solution pour régler un différend? Donc, chacune des parties, ça c'est aussi une disposition classique dans le cadre d'accords, c'est chacune des parties peut demander la création d'un panel d'arbitrage. Donc, un panel d'arbitrage qui est composé de juges indépendants des deux parties. Chaque partie peut déterminer, alors selon les procédures qui sont établies, il peut y avoir par exemple trois arbitres indépendants, une de chaque partie, plus un arbitre indépendant. Donc ça, ce sont des règlements classiques de panel d'arbitrage. Mais ce qui est important de noter, c'est que si la question concerne si le différend, donc je lis l'article, si le différend soumis à arbitrage, conformément au présent titre, soulève une question concernant l'interprétation d'un concept de droit de l'Union, une question de l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union. Donc, le groupe spécial d'arbitrage ne se prononce pas, mais demande à la Cour de justice européenne de statuer sur la question, et cet arrêt de la Cour est contraignant pour le panel d'arbitrage. Donc là aussi, vous voyez que même dans cet accord, enfin dans tous les accords que l'Union européenne négocie, et donc ça montre bien que c'est un point pour lequel il ne peut pas y avoir de flexibilité. Vous avez parlé hier, M. Morias, d'une Europe plus flexible. Évidemment, ce n'était pas pour traiter de cette question de droit européen, mais ces questions de réglementation et de respect du droit européen, là, la flexibilité n'existe pas. Donc c'est vraiment bien à la Cour de justice
de l'Union européenne de prononcer des arrêts, et ces arrêts sont contraignants pour un panel d'arbitrage qui résout le différend à la fin. Donc c'est une constante dans tous les accords. Donc ça, c'était quelques éléments de l'accord de retrait qui maintenant a laissé la place à l'accord, et là je vais venir à l'accord de commerce et de coopération de l'Union européenne et le Royaume-Uni. Donc ici, on est dans un accord de libéralisation classique, même si effectivement l'Union européenne partait de sa participation au marché intérieur. Donc en fait, il n'y avait pas de droit de douane, il y avait un espace économique commun avec les 4 libertés dès le départ, mais cet accord de commerce donc, maintient la libéralisation du commerce sans droit de douane, évidemment avec des règles d'origine très strictes pour éviter qu'il y ait un détournement du libre-échange par des montages sans transformation suffisante au Royaume-Uni, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est important dans cet accord. Donc dans cet accord, il y a 7 parties, donc comme je l'ai dit, donc des dispositions communes institutionnelles, une partie sur le commerce des biens et des marchandises, transport, pêche, la coopération en matière judiciaire, quelques éléments de coopération thématique, la participation au programme de l'Union, le règlement des différends, des dispositions horizontales et enfin des dispositions finales et annexes. Donc il s'agit bien d'un accord de libéralisation du commerce très ambitieux avec des règles d'origine, mais qui est basé sur une interprétation tout à fait différente, puisqu'ici on n'a pas de convergence réglementaire. Et on dit bien l'accord est interprété conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public, y compris celles codifiées par la Convention de Vienne sur le droit des traités. Donc ici, on n'a aucune référence à la Cour de justice, parce qu'on est dans un accord de libéralisation du commerce pur et simple. Et là, évidemment, la question de la jurisprudence de la Cour ne s'applique pas. Il ne s'agit pas d'un accord d'intégration au marché, il n'y a pas de convergence réglementaire. Au contraire, il y a plutôt la possibilité pour le Royaume-Uni de diverger des règlements du marché intérieur auxquels ils ont fait partie pendant 46 années. Ces mécanismes de divergence sont possibles, mais tout en évitant les cas de concurrence déloyale. Et en cas de concurrence déloyale, donc, notamment concernant les aides d'État, la politique de concurrence, les normes sociales, environnementales, il y a un mécanisme de règlement des différends rapide qui permet de prendre des mesures de rétorsion croisées selon les domaines, là où il y aurait des mécanismes de concurrence déloyale mis en place. Donc voilà pour le Royaume-Uni. Alors je vais continuer la présentation avec les relations entre l'Union européenne et la Suisse. Bon, comme vous le savez, l'accord de libre-échange de 1972 est un accord parmi les plus anciens de l'Union européenne qui concerne le commerce des marchandises, des produits industriels, pas les produits agricoles. La Suisse, avec un référendum, avait rejeté. Donc la Suisse avait participé à la négociation de l'accord sur l'espace économique européen, mais le référendum n'a pas permis l'entrée en vigueur de cet accord en Suisse, et donc par le référendum de 92. Et donc depuis, les relations avec la Suisse sont basées sur deux grands blocs d'accords, les accords bilatéraux 1 et 2. Les accords bilatéraux 1 qui couvrent notamment la libre circulation des marchandises, mais le commerce, le transport aérien, les transports terrestres, la recherche, qui forment un paquet global avec
un mécanisme qui est la fameuse clause guillotine, hein, qui mettrait fin à l'ensemble du paquet bilatéral 1, donc les sept accords tomberaient si un accord était dénoncé. Donc là, en fait, on s'aperçoit qu'il y a déjà dans cet aspect accord bilatéraux 1 avec la Suisse un paquet qui a été formé d'ensemble de droits et obligations qui permettent d'assurer des avantages équilibrés et réciproques entre les parties. Donc ce premier accord bilatéraux 1 avait été complété quelques années après, en 2004, par les bilatéraux 2, notamment avec Schengen et Dublin et la fiscalité sur les revenus de l'épargne. Alors la négociation avec la Suisse a été ce qui a manqué. Il y a eu de nombreuses conclusions du Conseil européen qui disaient qu'en fait la relation avec la Suisse était fragmentée, qu'on ne pouvait pas, pour parler pas en termes juridiques mais dans le langage commun, donc qu'on ne pouvait pas maintenir un accès à la carte au marché européen en fonction des intérêts seuls de la partie tierce. Donc il fallait mettre en place un accord institutionnel qui mette en place une gouvernance de cet accord et donc qui reprenne ce que nous avons dans le cadre de l'espace économique européen, qui reprenne également ce que vous êtes en train de négocier avec l'Union européenne, c'est-à-dire des mécanismes pour la reprise de l'acquis, la responsabilité de la Cour de justice européenne pour tous les domaines de droit européen et pour assurer cette sécurité juridique et l'homogénéité du fonctionnement du marché intérieur dans les parties auxquelles la Suisse participe. Donc il y a eu un rejet il y a quelques mois de cet accord par le Conseil fédéral. Il avait été négocié et conclu par les négociateurs en chef, mais le Conseil fédéral suisse a rejeté cet accord il y a quelques mois, hein, pendant l'été. Donc c'était les mêmes éléments, les mêmes cadres juridiques pratiquement que pour l'espace économique européen et pour la négociation que vous avez avec les pays Monaco et Saint-Marin et l'Union européenne. Alors, on m'avait demandé également de donner des exemples avec des relations avec des petits pays. Alors, j'ai simplement juste une petite remarque sur les relations avec les îles Féroé. Les îles Féroé font partie du royaume du Danemark, hein, donc elles ne peuvent pas négocier des accords comme vous pouvez le faire, mais les îles Féroé ont un haut degré d'autonomie malgré tout, et donc il a été possible de négocier entre l'Union européenne et les îles Féroé un accord de libre-échange, des accords de pêche et puis un accord en matière de recherche. Donc ça, c'est quelque chose qui a été possible de faire, mais la loi d'autonomie de 1948 ne permet pas d'aller beaucoup plus loin et certainement pas de traiter de questions de politique étrangère. Donc ça, c'est certainement quelque chose qui est en dehors des modèles classiques d'accords d'association que nous avons. Je l'ai cité simplement pour référence. Et enfin, aussi une référence pour laquelle les questions m'avaient été posées, c'est la situation particulière de Jersey, Guernesey et l'île de Man. Ces trois îles sont des dépendances de la couronne britannique. Elles n'ont pas de personnalité juridique. Et donc dans l'accord de commerce et de coopération qui a été négocié in extremis avant la fin de l'année 2020, il y a un article qui dit que cet accord s'applique également donc, au bailliage de Guernesey, au bailliage de Jersey et à l'île de Man, mais qui ne s'applique pas au territoire de Gibraltar. Donc ici, on est vraiment dans des cas très particuliers, différents des accords d'association classiques. Alors voilà, pour conclure, peut-être on peut simplement dire qu'il a été démontré clairement avec les exemples
que j'ai cité qu'un accès privilégié au marché unique de l'Union européenne implique le respect des mêmes règles et des obligations. Donc l'accès entraîne les mêmes obligations. Il y a aussi la question de la sécurité juridique, l'application uniforme du droit européen et le rôle de la Cour de justice de l'Union européenne pour l'interprétation et l'application des dispositions de l'accord qui ont trait donc avec des domaines de droit européen. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Peut-être simplement pour conclure encore quelques mots sur la question des choix qui avaient été examinés au départ, de la négociation en 1995, des choix aussi qui avaient fait l'objet de débats ici en Andorre. Vous vous souvenez que la Commission européenne avait examiné plusieurs modèles. Donc et ça a été aussi mentionné par M. Morillas aujourd'hui, quand vous regardez finalement les alternatives possibles à cette négociation, il me semble que le choix a été déjà clairement établi par Andorre. C'est que la question du statu quo ne permettait pas d'améliorer la situation actuelle d'Andorre, parce qu'en fait, Andorre, telle que j'ai pu la découvrir à nouveau cette fois-ci lors de mon voyage rapide dans la principauté, c'est qu'il y a un pôle, on peut voir qu'il y a un pôle d'attractivité dans la région pyrénéenne de ce pays, entre la France et l'Espagne, avec des capacités de développement économique, de potentiel qui nous semblent importantes et pour lesquelles la situation actuelle avec l'accord union douanière, avec les dispositions de l'accord de coopération ou les vétérinaires, non évidemment, ne sont pas suffisantes pour garantir un avenir qui permettrait de libérer tout le potentiel de l'économie de ces pays, notamment dans les nouveaux secteurs. Comme vous le savez, les priorités de l'Union européenne dans le cadre du pacte vert, dans le cadre du plan de relance européen, il y a le pacte vert, donc une économie dans le respect des normes environnementales, et c'est certainement quelque chose qui est très présent dans l'économie d'Andorre. Il y a l'économie digitale pour laquelle Andorre a des possibilités très avancées par rapport à certains États membres de l'Union européenne. Donc en fait, ici, vous avez des atouts importants pour réorienter l'économie de ce pays vers des secteurs peut-être qui ne sont pas suffisamment exploités aujourd'hui. Et en tout cas, il me semble que l'accord que vous négociez, qui est très ambitieux, puisqu'il implique une capacité administrative extrêmement importante pour la reprise de l'acquis pendant cette période de négociation, mais également des capacités administratives importantes pour la mise en œuvre de l'accord quand il sera conclu. Mais c'est un accord qui donne en tout cas un potentiel d'avenir dans un espace économique qui vous est naturel, puisque c'est l'espace économique du marché intérieur de l'Union européenne. Donc ça, c'est pourquoi à l'époque cette communication qui avait été aussi appuyée par Andorre considérait que le statu quo n'était pas une solution, parce qu'elle pourrait maintenir une certaine fragmentation donc, de cette économie. La stratégie, l'autre possibilité concernait la stratégie sectorielle, mais aussi qui est une stratégie fragmentée avec multiplication d'accords sectoriels. Et depuis cette communication de 2012, effectivement, la doctrine de l'Union européenne s'est renforcée sur cette question avec l'indivisibilité des 4 libertés. Donc on n'aurait plus la possibilité de parler d'accords sectoriels. L'accord cadre d'association, c'est ce que vous êtes en train de faire. Il y avait la question de la participation à l'espace économique européen, et là, c'est effectivement une décision politique qui vous appartient et qui appartient aux pays membres de l'espace économique européen, et la question de l'adhésion aussi qui était très complexe. Donc, voilà pour conclure ma présentation. Je vous remercie pour votre attention, et évidemment je pourrais répondre aux questions que vous souhaitez. Merci.